Yo, listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world. And all day and all night, and everything he sees is just blue, like him, inside and outside. We all live in a Pokemon world. And let me be the first one to break the bad news to you parents out there. It's not going away, it's just gonna get bigger and better. 5 avril 2000. En France, un long métrage d'animation fait son entrée en salles obscures. C'est Pokémon le film qui écoulera plus de 2 millions de tickets dans l'Hexagone. On est en plein phénomène de société. En quelques mois, les Pokémon ont envahi l'Europe et la France comme le reste du monde avant ça. Partout, les enfants sont devenus dingues des monstres de poche et partout, les adultes n'y ont strictement rien compris. Alors comment ces créatures sorties de l'esprit nébuleux d'un certain Satoshi Tajiri sont parvenues à conquérir le monde? Pourquoi une telle obsession chez les enfants? Pourquoi un tel phénomène? On va translucider tout ça. Retour sur la Pokémania. Après le succès complètement dingue des versions rouges et vertes au Japon en 96, le marché américain apparaît comme la suite logique pour transformer l'essai et potentiellement internationaliser la franchise. Tsunekazu Ishihara, producteur japonais qui planifie l'export de Pokémon, n'est pourtant pas optimiste. Ses pronostics, les chances pour la franchise de trouver son public en dehors du Japon sont de 1%. Selon lui, la licence risque d'avoir une odeur trop japonaise pour les Américains. Alors mieux vaut situer le contexte. À la fin des années 90, les tendances culturelles au Japon et aux États-Unis ne semblent pas vraiment compatibles. Aux États-Unis, la mode est aux univers réalistes avec des personnages forts, virils ou cool, des héros auxquels les enfants peuvent s'identifier. De leur côté, les Japonais ont une préférence pour les mondes fantastiques et affectionnent les figures mignonnes comme Doraemon ou Totoro. Tsunekazu Ishihara semble donc réticent à exporter Pokémon. Et c'est pas le semi-échec de Princesse Mononoke au box-office américain qui va le convaincre davantage. Malgré tout, le coup semble à tenter. Pokémon pourrait trouver le succès grâce à une stratégie marketing soigneusement orchestrée. Sur l'archipel, la galaxie Pokémon s'était progressivement construite autour du succès du jeu. Aux États-Unis, il s'agit d'imposer le phénomène d'un bloc. Jeux, cartes, dessins animés, produits dérivés, tout sera distribué en même temps. Mais pour coller un marché américain encore loin d'être conquis, quelques adaptations s'imposent. Aux États-Unis, c'est Nintendo of America qui distribue les jeux et 4Kids qui récupère l'animé. Ce sont donc Gail Tilden, la vice-présidente de Nintendo of America, et Norman Grossfeld, président de 4Kids, qui s'imposent comme les principaux instigateurs de la localisation, un travail visant à adapter un produit étranger à un marché local. Pour vous la faire simple, il faut déjaponiser Pokémon. Mais c'est Hiroshi Yamauchi, le président de Nintendo de l'époque, qui ouvre les hostilités et qui confie carrément à la presse que le design des monstres sera revu pour répondre aux exigences du marché américain. Satoshi Tajiri et Tsunekazu Ishihara découvrent surpris que Pikachu deviendrait une sorte de chat tigré agressif dégueulasse. Alors les deux mecs sont vénères, ils posent leur veto et parviennent à établir qu'aucun élément graphique des jeux ne soit retravaillé. Du côté de 4Kids, la localisation du dessin animé demande pas mal de boulot. Les aventures de Sacha se déroulent clairement au Japon. Du coup, c'est opération camouflage et c'est comme ça que des plats typiques deviennent des sandwichs s'ils ne sont pas remplacés par de la bouffe occidentale. C'est comme ça aussi que les cérémonies traditionnelles deviennent des fêtes Pokémon. Mais bon, tout n'est pas non plus à revoir pour l'équipe de localisation. De base, la plupart des personnages de l'anime sont ce qu'on appelle des Mukokuseki. Leur trait ne laisse pas apparaître d'appartenance ethnique. Les enfants américains pourront s'y identifier sans difficulté, ce qui arrange bien 4Kids. Et si à côté quelques personnages de second plan sont clairement japonais, ceci ne pose pas problème dans le sens où ils s'appuient sur des caricatures bien connues, auxquelles les enfants pourront se référer. 4Kids doit aussi édulcorer les rares passages laissant transparaître des allusions à la sexualité, et certains épisodes sont écartés. C'est le cas de l'épisode 18, Vacances à Opulco. Dans l'espoir de remporter un concours de beauté face à Ondine, James de la Team Rocket se travestit. Quant à Ondine, qui n'est qu'une fille de 12 ans, son hypersexualisation dérange. En conséquence, 4Kids décide de ne pas diffuser l'épisode. Bon, à la demande des fans, une version censurée verra quand même le jour 2 ans plus tard, mais c'est pas le sujet. Les producteurs décident aussi de supprimer les épisodes violents. Suivant cette logique, l'épisode 35 est banni. Dans la légende de Midraco, les personnages ont un peu trop tendance à dégainer leur revolver, sans compter que Meowth porte une moustache un peu trop allusive. 4Kids prend aussi la liberté d'apporter de nouveaux éléments à la série, et c'est de leur initiative que naîtra le Pokérap. Enfin, étape cruciale, il faut entièrement revoir les noms des Pokémon. Si à l'origine il était prévu de les conserver, les traducteurs ont fini par convaincre les créateurs que les noms originaux seraient un frein pour les joueurs occidentaux. La première mission, c'était de persuader que des mots en anglais ou en japonais pouvaient être mal lus, mal interprétés, avaient une connotation politique, sexuelle, scatophage, ou je sais pas quoi, et il fallait leur dire non, on peut pas garder ça en japonais parce que ça va être une catastrophe. Au final, c'est la version localisée de l'anime par 4Kids et les jeux traduits en anglais par Nintendo of America qui serviront de base pour exporter Pokémon partout dans le monde. Mais attention, c'est pas parce que Pokémon est localisé aux États-Unis que ça en fait un produit américain.
Gail Tilden l'explique mieux que moi. Nous ne souhaitons pas que les enfants américains voient Pokémon comme quelque chose de japonais. Cependant, nous ne cherchons pas non plus à américaniser la franchise. Nous voulons que les Pokémon deviennent des créatures globales auxquelles tous les enfants du monde pourront s'identifier. Strap yourself in, cause we're going to E3. Got back here. What is everybody talking about this Pokemon thing? What's going on with this? Well, Pokemon is a craze that people are lining up for here in America. It's interactive, RPG, multiplayer, collecting, strategy, simulation, monster battle game. It's a riot. That's one long sentence. Could you imagine getting beat up by this guy? Do you know any fighting moves? Can we see one? Pour préparer l'arrivée de Pokémon aux États-Unis, on déroule le tapis rouge. On vient de le voir, en mai, c'est les versions rouge et bleu qui sont présentées à l'E3 où Nintendo précise l'arrivée de la licence pour la rentrée scolaire. Avant ça, à partir d'avril 98, c'est le magazine officiel Nintendo Power, créé par Gail Tilden d'ailleurs, qui consacre plusieurs pages chaque mois aux monstres de poche. Mais avant les jeux, la franchise s'établira d'abord en tant que série animée, et c'est une campagne publicitaire massive qui tease l'événement. En quelques mois, les enfants américains attendent impatiemment l'arrivée des monstres de poche dans leur salon. Mais ce sera le 27 août 98 que les hostilités seront vraiment déclarées. Ce jour-là, Nintendo organise une fête gigantesque à Topeka, capitale du Kansas. Alors pourquoi cette ville? Rien à voir avec cette année ni son emplacement. Si Topeka est choisi, c'est juste parce que son nom rappelle celui de Pikachu. 1 millier de gamins sont invités à l'événement de leur vie. Les versions rouge et bleu peuvent être essayées en avant-première. Les 10 New Beetle Pikachu qui parcourront le pays comme station d'essai de Pokémon sont là. Et enfin, cerise sur le gâteau, des milliers de peluches Pokémon et autres goodies sont largués sur les enfants. Le temps d'une journée, Topeka devient Topikachu. Le ton est donné. Pokémon met toutes les chances de son côté et s'apprête à tout balayer sur son passage. En septembre 99, un an après le lancement de Pokémon aux États-Unis, Nintendo donne une conférence de presse. Au cours de sa première année d'exploitation, les monstres de poche ont généré 5 milliards de dollars aux États-Unis. C'est presque autant que le secteur du jeu vidéo sur la même période. Les médias sont fascinés par ce phénomène qui réunit filles et garçons de tout âge et toute culture. Une question se pose alors. Pourquoi Pokémon fédère autant ? Le divertissement pour enfants a toujours été un secteur fortement genré. En parcourant les allées d'un magasin de jouets, on retrouve un côté bleu pour les garçons et un côté rose pour les filles. Mais là où Pokémon se distingue, c'est que c'est l'un de ces rares produits à n'avoir sa place ni d'un côté du magasin, ni de l'autre. Pokémon est conçu pour attirer au-delà des genres. Ce qui est d'ailleurs surprenant étant donné que la majorité des garçons rejettent les activités du sexe opposé et vice versa. Parmi les dynamiques ayant su captiver les filles, on retrouve le fait que Sacha et ses amis doivent élever des Pokémon. Les dresseurs occupent alors un rôle maternel. Rôle d'autant plus renforcé par le fait que les habilités verbales des créatures sont limitées, un peu comme celles des bébés. Pikachu. Parallèlement, les filles peuvent s'identifier à Ondine et même à Sacha qui, à 10 ans, sont l'un et l'autre asexués. Mais c'est surtout dans les Pokémon que les filles se retrouvent et plus particulièrement dans les Pokémon mignons. I think my favorite Pokemon character is Charmander, I think. Or Pikachu, because everybody loves that one. What about you? What I like, who I like best is Pikachu. He's so cute. J'aime bien Pikachu, je le trouve mignon. De leur côté, les garçons ont tendance à rejeter le mignon et à préférer les formes évoluées. Surtout, ils s'identifient à Sacha dont l'objectif est de devenir le meilleur, un thème clé qu'on retrouve dans les shonen, un genre justement créé pour les garçons. Autre surprise, les enfants touchés par la Pokémania ont de 4 à 14 ans. Je vous évite les calculs, en ratissant large, ça veut dire qu'ils sont nés entre 86 et 96. Dans le secteur du divertissement pour enfants, toucher un public aussi diffus est vraiment peu commun. Pourquoi ? Parce qu'en grandissant, les enfants ont tendance à rejeter leurs enthousiasmes passés. Alors comment expliquer que Pokémon attire à des stades variés de l'enfance ? C'est simple, la diversité de la franchise le permet. En grossissant le trait, on peut dire que les moins de 5 ans jettent leur dévolu sur les pluches, les 4-9 ans quant à eux se contentent de la série animée, les 6-10 ans collectionnent les cartes, et enfin les 7-14 ans jouent au jeu. L'univers Pokémon repose sur une diversité de produits liés les uns aux autres, c'est ce qu'on appelle le marketing croisé. Et si aux États-Unis la série sort 2 semaines avant les jeux, il y a une raison, que Gail Tilden explique mieux que moi. We did actually work on a strategy that said, hey, let's get the TV show out a couple weeks in front of the game, followed by the game, and then all of the rest of the licensing. Toy marketing is as cool and calculated as that, is it? As far as being calculated, we just knew that we had something that kids would love, as long as we could make sure that we could get it the right exposure to them. En plus du dessin animé et des jeux, les cartes ont joué un rôle majeur dans le succès de Pokémon aux États-Unis. L'engouement a pris très vite, les tournois ont commencé à s'organiser et les commerçants se sont retrouvés en rupture de stock. When it was at the height of the craze and you just could not get them anywhere,
Oh man, Mayhem in here. mayhem in here when we had him. How long did it used to take this? I think the record time we sold through an entire box of Fossil. That's a box. A box, one of these suckers. This has like 36 booster little packs. packs. And we had a maximum of 5, I believe, at the time. Or was it 3? We had 3. It took us like 3 minutes to sell out a box. 3 minutes. Yep. We have about 4 or 5 printers now who are printing cards around the clock, like 24 hours a day, 7 days a week. The demand for the product has grown so far beyond what we ever projected the product would do that, we've had trouble keeping up with the demand. Au final, ce ne sont pas moins de 1000 produits dérivés qui voient le jour. Livres, pyjamas, autocollants, pâtes. We have food products like in Canada we have Heinz shaped pasta for Pokemon coming out. There are things like popsicles and all kinds of things, candy, different toys, of course music, as I said, and pretty much anything you can think of. Pokémon est partout et s'étend même jusqu'au web. En 99, c'est le deuxième sujet le plus recherché sur internet. Des centaines de sites et pages dédiés sont créés, donnant naissance à l'une des communautés de fans en ligne les plus actives. Et ceux-ci ont vraiment de quoi s'occuper. Entre les nouvelles extensions de jeux de cartes, les nouveaux épisodes, les versions jaunes complémentaires ou encore les spin-offs comme Pokémon Pinball, Pokémon Snap et Pokémon Stadium. Pokémon est si omniprésent que le 24 février 99, un Boeing 747 de la compagnie All Nippon Airways, aux couleurs de Pikachu, est mis en place pour faire la navette entre les États-Unis et le Japon. Cet avion s'ajoute à 3 autres appareils japonais au vol domestique. Ici, la charge est symbolique. Pokémon a réussi le pari de s'exporter, un triomphe confirmé par les chiffres extravagants du premier film. Sorti le 12 novembre 99 aux États-Unis, les places vendues la première semaine font presque aussi bien que celles de Star Wars épisode 1 sur la même période. So I heard this vicious rumor that Pikachu kicked your butt. Is that true? Mais revenons à la France. Pokémon, ils arrivent sur Game Boy le 8 octobre. Après une stratégie marketing éprouvée au Japon et aux États-Unis, les Pokémon débarquent sur le sol européen fin 99. Comme aux États-Unis, les cartes et les stickers ont joué un rôle clé dans l'implantation de Pokémon. Avant que les enfants ne s'intéressent aux dessins animés ou aux jeux, ce sont les cartes qui se vendent le plus. Les parents aussi sont mobilisés et harcèlent à leur tour les malheureux libraires en rupture de stock. Mon fils m'a parlé de ça et il m'a dit faut que tu viennes ici chercher ça. C'est quoi le grand album? Il y en a qui passent tous les jours, il y en a qui appellent le matin, le midi, le soir, c'est perpétuel. En fait, la pénurie est savamment organisée par les fabricants pour faire monter les enchères. Rien de mieux que de créer la rareté. Tous les économistes vous le diront. Alors pourquoi les cartes avant tout le reste? Il y a une raison. Partout en Europe, généralement, le dessin animé est d'abord diffusé sur une chaîne câblée. Conséquence, rares sont les enfants qui peuvent apprécier les aventures de Pikachu. De leur côté, paradoxalement, les cartes et stickers font sensation chez les buralistes, profitant sûrement d'une campagne de bouche à oreille. Il faut attendre que les chaînes publiques récupèrent la diffusion de la série pour que les enfants s'y intéressent et que les ventes du jeu explosent. En France, c'est TF1 qui diffuse Pokémon en clair à partir du 3 janvier 2000. L'engouement est si fort que la chaîne programme 156 épisodes dès la première année pour une diffusion les mercredis, samedis et dimanches matin. Mais ce qui distingue la folie Pokémon en France par rapport aux autres pays comme le Japon ou les États-Unis, c'est son cycle condensé. Au Japon, les sorties du jeu, du manga, des cartes, de la série puis du film s'échelonnent sur 5 ans, de 96 à 2001. Aux États-Unis, la Pokémania s'étale sur 3 ans, de 98 à 2001. Et en Europe, le cycle est encore plus condensé. Les Pokémon débarquent fin 99 pour un dispatchement des produits compressé sur 2 ans. Résultat, le phénomène est plus court, mais plus fort. Pour résumer, on peut dire que Pokémon respecte les codes marketing du divertissement actuel, dans le sens où la franchise connecte un jeu, une série télé, des films et des jouets. Mais ce qui est complètement nouveau et qui démarque la franchise de ses adversaires, c'est que le jeu de cartes, les jeux vidéo et la série télé sont à mettre sur un même degré d'importance. Résultat, parmi les enfants vouant un culte à Pokémon, certains peuvent n'avoir jamais joué au jeu mais être de grands fans de la série ou des cartes, et vice versa. Ainsi, plusieurs communautés autour de Pokémon se créent et se croisent, tout aussi fortes les unes que les autres. I think I have most of the videos. I don't have some of the new ones. The 3 new ones I don't have. I have both Game Boy games, Game Link Cable, the red and blue version. I'm gonna get Pokemon Stadium, Snap, yellow version, Golden. I'm a Pokemaniac. Maman, je viens de voir la pub, ils font des chips Pokémon en jouets, on peut les avoir, on peut avoir toute la collecte qu'on fait sur magasin de jouets. Pas maintenant, je suis en train de faire le déjeuner, chérie. Mais maman, il faut que j'ai un team Pokémon avant tous les autres, comme ça je pourrais filmer à l'école. Ça ne peut pas attendre demain, Trésor. Mais, maman, si je suis pas le premier à en avoir un, comment veux-tu que je filme à l'école? D'accord, allons-y. Super! Si on peut affirmer une chose sur la folie Pokémon et les autres tendances en général, c'est qu'à un moment ou à un autre, un certain mimétisme s'installe.
Parmi les consommateurs, certains sont des joueurs occasionnels qui jouent ou regardent Pokémon parce que tout le monde le fait. Derrière la Pokémania se cachent donc des dynamiques sociales fortes. Pokémon devient un signe de conformité et il n'est pas rare pour les enfants de regarder la série ensemble. En revanche, et contrairement à la volonté de ses créateurs, en France le jeu est souvent une activité pratiquée seule à la maison. Dans les cours de récré, les discussions entre enfants s'orientent principalement autour de Pokémon. L'opportunité d'avoir un monstre favori permet d'affirmer son individualité tout en se conformant aux autres. My favorite Pokemon character. That's interesting. I got multiple favorites. Mewtwo is my favorite one. Because he's psychic. I like psychic Pokemon. But I also like Rapidash, which is the evolved form of Ponyta. So, because he's the fastest Pokemon. I think my favorite Pokemon character would be Squirtle. I like Charmander, Charmeleon, and Charizard a lot. I also like Aerodactyl. La semaine du 12 novembre 1999, un événement troublant touche les États-Unis. Partout dans le pays, des milliers d'enfants loupent l'école. Contamination par un virus, épidémie de poux, rien à voir. Le premier film Pokémon vient de sortir. L'épisode est renommé La grippe Pokémon et attise la méfiance. Pour les parents, la Pokémania tourne à l'obsession et beaucoup s'inquiètent des effets sur les enfants. Je connais, j'en ai entendu parler, mais on a lutté contre Dorothée à l'époque de Dorothée, aujourd'hui on essaie de lutter contre les Pokémon. Le journal du Time compare Pokémon à un monstre hors de contrôle, répandant l'addiction et l'obsession. Une mère en Nouvelle-Zélande assimile Pokémon à de la drogue, et une poignée de psychiatres se lèvent contre cette nouvelle tendance. In my opinion, parents should not let their kids watch Pokemon, play Pokemon, buy Pokemon cards, have anything whatsoever to do with Pokemon, because the message is violence. Pour Dominique Poussier, directrice des programmes jeunesse de TF1 à l'époque, les adultes ne comprenaient absolument rien à Pokémon, c'était un univers réservé aux enfants que seuls maîtrisaient. Visiblement, il semblerait que les monstres de poche creusent le fossé entre la génération Y et les générations antérieures. Beaucoup d'adultes se sont montrés hostiles au phénomène en prétextant que Pokémon n'apportait aucun capital culturel aux enfants. Cette série n'a aucun sens. Ces créatures idiotes sont censées être des animaux, des robots ou des mutants. Ça je l'ignore, mais tout à coup j'ai très envie de tous les avoir. Nous devons interdire à notre fils de regarder ça. Pourquoi? Ça n'a rien de vulgaire ou de violent. Non, mais c'est incroyablement stupide et c'est encore pire pour l'esprit d'un enfant que la vulgarité ou la violence. Mais au fond, ce qui les effrayait peut-être, c'était la peur inconsciente d'un impérialisme culturel japonais. Depuis les années 80, le Japon a pris une place de plus en plus importante sur des marchés technologiques et culturels jusque-là dominés par l'Occident. Alors forcément, quand on voit son importance diminuer, on cherche à se défendre. Il faut aussi parler des enseignants qui sont vite dépassés par le phénomène. Les cartes, jouets et consoles sont progressivement bannis des écoles tant ils captent l'attention des enfants et causent des disputes ou entraînent des vols. Les enfants ont vite fait d'avoir sur eux de 100 à 200 francs de cartes. Ça génère des histoires passionnelles pour bon nombre d'enfants parfois, avec finalement des répercussions y compris sur le travail en classe. Enfin, rappelons qu'au début des années 2000, les parents et éducateurs sont souvent remplis d'idées préconçues au sujet des jeux vidéo. Du coup, pour les enfants, Pokémon se situe en zone grise, entre la conformité avec les gens de leur âge et la non-conformité avec la volonté des adultes. Résultat, le phénomène prend encore plus d'ampleur. Selon plusieurs études, en effet, la critique des adultes a contribué directement à développer l'intérêt des enfants pour Pokémon. Le 16 décembre 1997 au Japon, plus de 700 enfants sont hospitalisés après la diffusion de l'épisode 38 de Pokémon. Cette avalanche de crise est connue sous le nom de choc Pokémon. Le 27 décembre 1999, Burger King rappelle plus de 25 millions de Pokéballs en plastique après le décès d'un bébé de 13 mois étouffé par l'un de ses jouets. Cette même année aux États-Unis, les bénéfices de contrefaçon Pokémon sont estimés à 17 millions de dollars. Et on y a droit aussi en France, où 42% des faux saisis sont des produits Pokémon. En janvier 2000, la critique littéraire Carol Boston Weatherford écrit un article à charge contre Liputu, qu'elle accuse de véhiculer des clichés racistes à l'encontre de la communauté noire. À Laval, au Québec, un garçon de 12 ans poignarde un adolescent qui essaie de récupérer la boîte de cartes de son petit frère. En février 2001, la police de Virginie confisque des pilules d'ecstasy estampillées Pikachu. En Floride, un garçon autorise un adulte à lui écraser des cigarettes sur le bras en échange de cartes Pokémon. Et enfin, dans un nombre croissant de crimes sexuels, le bonbon en tant qu'appât est remplacé par des cartes ou des figurines Pokémon. Toutes ces dérives, couplées au succès immense de la franchise, entraînent de fortes vagues anti-Pokémon. L'une des critiques les plus virulentes contre Pokémon vient des communautés religieuses, relayées par une poignée de médias conservateurs. Le 11 août 1999, à Colorado Springs, le pasteur Mark Juvera avertit les enfants que les produits Pokémon sont le mal incarné, à la suite de quoi il décide de brûler un stock de cartes avant que son fils de 9 ans n'arrache la tête d'une peluche Pokémon. La licence incorporait des éléments non chrétiens, comme la violence en tant que source de pouvoir, l'évolution et des concepts New Age comme la réincarnation, les pouvoirs psychiques et l'occultisme. That teaches children how to enter into the world of witchcraft, how to cast spells, how to use psychic phenomena, how to put to work supernatural powers against their enemies, how to fantasy role play,
Pokemon world is a world of the demonic, of the satanic. But while you might not take it quite seriously, I assure you that demons take it quite seriously. Satan takes it quite seriously. Notons aussi qu'en 2001, une fatwa interdit l'ensemble des produits Pokémon en Arabie Saoudite. La franchise est assimilée au jeu d'argent, ce qui va contre les principes de l'islam, et là encore, le principe d'évolution est décrié. Well, you know, if a movie is not good for adults, in a way it isn't good for kids either, because this movie, it seems to me, is basically just part of the whole marketing thing to encourage kids to be acquisitive about these Pokemon things. And I know they're obsessed by them. I know there are 4 million Game Boys out there, and they all have the trading cards, and they watch the TV show and all of that. But what is this really about? I mean, well, it's about love. It's about a lot of things. It's about acquiring Pokémon. Les partis conservateurs ne sont pas les seuls à se dresser contre la Pokémania. Certains voient dans le slogan « Attrapez-les tous » la marque d'une idéologie consumériste. La une du New Yorker du 1er novembre 1999 trahit bien ce sentiment de capitalisme démesuré. Pokémon n'est plus l'abréviation de Pocket Monster, mais de Pocket Money. Les enfants sont vus comme des victimes impuissantes de stratégies marketing vampirisantes. Autre raison de critiquer les Pokémon, ils distinguent ceux qui possèdent de ceux qui ne possèdent pas. Certains enfants collectionnent les cartes quand d'autres ne peuvent pas se le permettre. Au final, des pages web anti-Pokémon commencent à fleurir. Et ce qu'il faut savoir, c'est que derrière ces sites, on ne retrouve pas que des pères de famille anticapitalistes ou autres pasteurs déchaînés. La critique vient aussi d'une poignée d'ex-fans qui ont grandi et qui rejettent le phénomène violemment. On dirait bien que la Pokémania n'est pas éternelle. À peine débarqués aux États-Unis ou en France, les médias catégorisent la Pokémania comme une mode que les enfants finiront par oublier. En France, l'engouement commencera à retomber après les vacances d'été de l'an 2000. Les raisons ? D'abord le fait qu'à chaque rentrée scolaire, une activité en remplace une autre. En septembre 2000, ce sont les Digimon qui tombent tout cuits dans la bouche des enfants, avec une diffusion sur TF1 pour la rentrée. Ajoutons aussi que les groupes d'enfants touchés par Pokémon grandissent, se reconstruisent autour de nouvelles lubies et relèguent les monstres de poche aux plus jeunes. Pokémon perd donc son statut de dynamique sociale et devient un intérêt personnel. Et sous de telles contraintes, beaucoup arrêtent d'y jouer. Enfin, les enfants commencent à devenir critiques envers la franchise et à répéter le discours de leurs parents. Une réaction typique quand une mode entame sa chute. Ça me gonfle ces trucs. Où tu vas, Stan? Tout à coup, les teams Pokémon, je trouve ça assez craignos, je vais plutôt tuer des fourmis. Attends, moi j'en ai ras le cul de ces fringues de merde. En avril 2001, les versions or et argent sortent en France et profitent des dernières retombées de la Pokémania. Accompagnées par la version cristal, celles-ci se vendent à 29 millions d'exemplaires mondialement, là où les cartouches de première génération s'étaient écoulées à 45 millions d'unités. C'est un succès, mais les Pokémon perdent du terrain et ça se ressent à travers les chiffres des longs métrages. Le deuxième film, sorti en France le 20 décembre 2000, attire 740 000 spectateurs, soit 3 fois moins que le premier opus. Quant au troisième film, Le Sort des Arbis, sorti le 13 juin 2001, et qui sera d'ailleurs le dernier à être distribué dans les cinémas français, il ne réunit que 80 000 spectateurs. En 2001, la Pokémania s'achève. Les versions or et argent étaient prévues pour être les dernières. Quand Tsunekazu Ishihara, producteur de la franchise, constate leur succès, il décide de ne pas abandonner le projet. Avec Satoru Iwata, il élabore un plan simple pour permettre à la franchise de survivre. Il faut prolonger la série animée, proposer un film chaque été et continuer à développer de nouveaux jeux. Pokémon se structure pour durer et en 2001, la récente Pokémon Company devient la tête pensante de la licence. Présidée par Ishihara, l'entreprise commence à récupérer et à racheter l'ensemble des droits éparpillés à travers le monde. Après 3 ans de développement, les versions Ruby et Saphir sortent au Japon puis en Europe et s'écoulent à 16 millions d'exemplaires, ce qui les consacre juste au rang des jeux les plus vendus sur Game Boy Advance. Si l'engouement populaire n'est plus aussi fort et que les médias ne couvrent plus le phénomène, une communauté solide s'est créée autour des jeux et des cartes sans jamais s'éteindre. Bien sûr, Pokémon n'a jamais vendu autant de jeux qu'à ses débuts, mais depuis Ruby et Saphir, les ventes n'ont jamais diminué et toutes les versions se sont écoulées à plus ou moins 16 millions d'exemplaires. Aussi, on passe trop souvent à côté du fait qu'à ce jour, Pokémon est la franchise de divertissement ayant rapporté le plus d'argent au monde avec 300 millions de jeux vendus, 29 milliards de cartes épuisées et 70 milliards de dollars engrangés, surpassant les recettes de Star Wars. Alors oui, la Pokémania est terminée, mais les Pokémon sont toujours là et ils ont laissé une empreinte indélébile dans l'histoire culturelle. Au même titre que Mario ou Mickey, Pikachu est devenu une légende.